deuxième partie du chapitre 5 de la transition de phase. Sur la transition de phase, c'est l'étude quantitative. L'étude quantitative, on va commencer par la règle de moment. Pour ceci, on considère un corps qui est constitué d'un mélange de deux phases, A et B. On définit la première chose, les fractions massiques ou les titres massiques. XA, c'est la masse de la phase A sur la masse totale, et XB, c'est la masse de la phase B sur la masse totale. Le volume total, c'est la somme des deux volumes, et donc euh, on peut définir les on peut définir les volumes massiques de A comme étant VA sur 1 MA, et on obtient V égale à MAVA plus MPVP. Le volume massique, c'est toujours le volume sur la masse. Le volume massique total, c'est le volume sur la masse totale. Et donc, en remplaçant le volume par cette expression, en divisant sur la masse totale, on fait intervenir les x, les fractions massiques. Et on a toujours la somme des x, car on a juste un mélange de deux phases, donc la somme égale à 1. La somme égale à 1, donc on aura V égale à, en remplaçant xb par 1 moins xa, on trouve que xa dépend juste des volumes massiques. C'est le rapport des volumes massiques. xb c'est V moins VA, VB moins VA sur VB moins VA. Une application pratique à ces deux relations, c'est ce qu'on appelle la règle de moment. La règle de moment, lorsqu'on l'applique, si on a un point M à l'intérieur de la courbe de saturation, c'est l'ensemble des deux courbes, les courbes de saturation, et on veut connaître la composition de mélange en ce point. On veut déterminer la composition de mélange en ce point. Ce mélange-là contient la phase liquide et la phase vapeur. On note VL, le volume de la phase, le volume. On fait premièrement la projection de M sur les deux courbes. On obtient le point L et le point V. Et les volumes massiques correspondants, c'est VL et V vaporisation, VVAP. Et en utilisant cette expression-là, on écrit que XL, la fraction massique de liquide, de la phase liquide, c'est V moins V VAP sur VL moins V VAP. Et X vapeur, c'est V moins X liquide, V vapeur moins VL. On a juste utilisé ces deux relations-là. V moins V VAP, V moins V VAP, c'est MV. C'est le segment MV. Et la même chose pour VL moins V VAP, c'est LV. Et donc, si on mesure les deux segments et on divise les deux à n'importe quelle échelle, on trouve XV, XL. Si on veut XVAP ou XV, c'est 1 moins XL, et donc on obtient ML sur LV. C'est la règle de moment. La règle de moment. Une application plus profonde à cette relation, c'est en chimie, en deuxième année, c'est en thermochimie, lorsqu'on étudie les mélanges binaires. La deuxième chose, c'est les fonctions d'état. On n'a pas parlé sur les fonctions d'état, mais c'est le but de ce paragraphe. On a une fonction d'état y extensive. Les fonctions d'état sont extensives, donc ils sont additifs. La fonction d'état d'un corps, c'est la somme des fonctions d'état de chaque phase. On a deux phases A et P, donc c'est YA plus YP. Et en utilisant la forme massique de cette fonction d'état, on écrit Y égale à MAYA plus MPYP. Avec YI, c'est grand YI sur MI. La masse, la forme massique de la fonction d'état globale du système, c'est grand Y sur M total. Si on divise cette relation sur M total, on aura MA sur M total. Et MA sur M total, c'est XA. La même chose sur MP sur M total, c'est XP. Et en remplaçant XP par 1 moins XA,
et on tire XA, on trouve que XA c'est Y moins YP sur YA moins YP. C'est une relation similaire à cette relation-là. Donc on peut appliquer ceci à toutes les fonctions d'état qu'on a vues. L'énergie interne, c'est une fonction d'état extensive. Si on fait la même chose, on trouve cette relation. L'enthalpie, l'entropie et l'enthalpie de Gibbs ou l'enthalpie libre. On peut aussi utiliser F, mais généralement on n'utilise pas F dans le chapitre. Mais la relation avec F, c'est correct aussi. La chaleur latente, dans le troisième chapitre, sur le premier principe, on a défini la chaleur latente. La chaleur latente, c'est l'énergie thermique qu'il faut donner à un corps pour faire une transition de phase. On a défini Q comme étant M, la masse du corps, fois L, c'est la chaleur latente massique. La chaleur latente massique, voici quelques ordres de grandeur. Donc, on a une chaleur latente de fusion, de condensation, de vaporisation, de liquéfaction, etc. Et toujours, une chaleur latente, c'est positif si il faut donner de l'énergie à cette phase-là pour transformer à l'autre phase. Par exemple, la transition du liquide vers la vapeur, il faut donner l'énergie thermique au liquide pour la transformer en vapeur. Donc, L fusion, c'est positif. Et la vaporisation, c'est positif. Alors que L de la transformation inverse, c'est moins le L de vaporisation. La même chose pour la condensation et la fusion. La condensation, c'est la transformation inverse de la fusion. Donc la fusion, il est endothermique, c'est-à-dire il nécessite de l'énergie pour avoir de la fusion. Et la condensation, c'est exothermique, c'est-à-dire qu'il donne de l'énergie lorsqu'on a une condensation. Pour l'eau, on a des températures de fusion, des températures de vaporisation et les chaleurs aussi. Les chaleurs sont toujours en joules par kilogramme. L'unité ici, c'est cool de joule, c'est-à-dire des énergies sur des masses. Or, on peut dire que on peut calculer delta H. On a dH égale à dQ plus VdP. Donc delta H, c'est Q plus l'intégrale de VdP. Or, les transitions de phase sont isothermes, c'est-à-dire à température constante et isocore, et isobar, c'est-à-dire P constante. P constante, donc dP égale à 0, et on aura delta H égale à Q. Donc, ce Q-là égale à delta H. Et donc, on peut diviser sur M et trouver que la chaleur latente massique, c'est delta petit h. H, c'est l'enthalpie massique du système, c'est-à-dire c'est l'enthalpie de l'état final moins l'enthalpie de l'état initial. D'autre part, on peut utiliser l'entropie. On définit l'entropie de changement d'état comme étant l'entropie de l'état final moins l'entropie de l'état initial. Et la transition est réversible. Il est à T constante. Donc, la delta S qui est égal à ms2 moins S1 égale à dQ sur T qui est égal à Q sur T. Et Q, à partir de cette relation, c'est delta H qu'on peut écrire ml sur T. Et donc, on aura ce S2 moins S1 égale à L sur T. Et S2 moins S1, à partir de cette relation-là, c'est S12. C'est la variation d'entropie lors du changement d'état. On remarque ici que si L est positif, donc S2 est supérieur à S1, par exemple pour la fusion et la sublimation. Pour la fusion et la sublimation, L est positif, donc S2 est supérieur à S1, donc le désordre du système augmente. Le désordre augmente lorsqu'on passe de solide vers le liquide ou de solide vers le gaz ou de liquide vers le gaz. Le désordre du système augmente, donc S doit être
S2 doit être plus grande que S1. Alors dans les transformations inverses, elles sont exothermiques, donc L est négatif. L est négatif, donc S2 est plus faible que S1, donc on a une augmentation de l'ordre ou diminution de désordre. La dernière relation, c'est la formule de Clapeyron. On a défini dans le chapitre précédent G, l'enthalpie libre. Donc pour un système, une transition de phase entre une phase phi1 et une phase phi2, T et P égale à constante. La transition de phase est toujours à température et à pression constante, donc les deux variables sont la variation de dt et dp sont 0. Donc dg égale à 0. dg égale à 0, donc G1 égale à G2. G1 égale à G2, donc petit g1, l'enthalpie libre massique de la phase 1 égale à l'enthalpie libre massique de la phase 2. Si on fait la différentielle, on trouve que dg1 égale à dg2. Avec dg, c'est d grand G sur m. Alors dg, si on divise tout ceci sur m, S sur m c'est petit s, c'est l'enthalpie massique. V sur m c'est le volume, c'est l'entropie massique. Et ici, grand V sur m c'est le volume massique. On a dg1 égale à dg2 à partir de cette relation-là. Donc, moins S1 dt plus V1 dp égale à moins S2 dt plus V2 dp. Donc, dp, en regroupant les dp et les dt, on trouve que dp sur dt égale à S2 moins S1 sur V2 moins V1. Or, on a trouvé que S2 moins S1, c'est L, c'est la chaleur latente massique, sur T. En remplaçant, on trouve la formule de Clapeyron. Cette formule-là, l'intégration de cette formule nous permet de déterminer la pression en fonction de la température. Quelle est la pression qu'on a ici? C'est la pression de vapeur saturante. Pourquoi? Car on étudie une transition de phase, donc la pression est fixée, et lorsque la pression est fixée, elle correspond à cette pression-là. La pression est fixée, c'est cette pression, c'est la pression de vapeur saturante. La pression de vapeur saturante en fonction de la température. Pour un mélange diphasé, bien sûr. La pente P de T, c'est cette dérivée-là. Le signe de cette pente-là dépend de L et de V2 moins V1. L, on peut connaître son signe en connaissant les deux phases, la phase initiale et la phase finale. Alors que la différence de V2 moins V1 dépend du corps choisi. Si on a V2 est supérieur à V1, on aura celle-là positive, et donc selon L, on aura une pente positive ou négative. Et généralement, pour une transition vapeur-liquide, de vapeur vers liquide, donc l'état initial c'est vapeur et l'état final c'est liquide. Donc L, c'est négatif. Généralement, VL est inférieur à VVA. C'est-à-dire le volume massique de la phase liquide est inférieur au volume massique de la phase vapeur. Donc la pente est toujours positive. La pente est positive, alors que dans la transition solide-liquide, la pente est positive, on peut la vérifier sur la courbe. La pente étudiée, c'est cette pente-là. Elle est toujours positive, cette pente de la transition vapeur-liquide, elle est toujours positive. La même chose ici. Alors que la transition solide-liquide, la pente peut être positive ou négative. Généralement, Vs est inférieur à Vl, mais dans certains cas, on a Vs est supérieur à Vl. Le solide flotte sur le liquide. C'est l'exemple de l'eau. La glace flotte sur l'eau liquide. Donc, Vs, le volume massique du solide est plus grande que le volume massique du liquide. C'est-à-dire que la masse volumique est inférieure. La masse volumique du solide est inférieure à la masse volumique du liquide.
Et donc la pente est positive. C'est ce qu'on remarque ici. Dans la courbe, on a deux cas. Pour ces pentes, la pente de la courbe verte. Pour la majorité pour la majorité des corps, la pente est négative, alors que pour certains corps, on a la pente est positive. C'est le cas de l'eau ou du bismuth. Et la dernière remarque, généralement les chaleurs latentes diminuent en valeur absolue avec la température. Lorsqu'on augmente la température, l'agitation thermique augmente. L'agitation thermique augmente, donc c'est plus facile de casser les liaisons entre les molécules et donc c'est plus facile de passer à l'autre état. Mais généralement dans les exercices, on considère que la chaleur latente est indépendante de la température. La dernière partie, c'est les problématiques de stocker des fluides. Pour stocker un fluide, on veut stocker un fluide, on a deux cas. Euh, on peut choisir l'état solide ou l'état liquide ou l'état vapeur. Si on veut stocker le maximum, il est mieux de choisir l'état liquide. Mais on a un autre critère, c'est qu'il faut étudier l'influence de la température. Car au cours de transport, on peut avoir une augmentation de température. Il faut étudier l'effet de l'augmentation de la température sur la pression. Car si on a une variation grande de la pression, on aura une explosion. On va étudier les deux. Pour ce faire, on va utiliser ce coefficient-là. C'est un coefficient qu'on a vu dans le premier chapitre sur les gaz parfaits. C'est le coefficient bêta. C'est 1 sur P, dP sur dt. Donc il donne la variation de la pression en fonction de la température. Pour les gaz parfaits, bêta, si on le calcule, si on remplace P par nRT sur V et on fait la dérivée, on trouve que bêta c'est 1 sur T, ce qui est bien le cas car la bêta est homogène à l'inverse d'une température. 1 sur T qui est égal à 1 sur P dP sur dt, donc dP sur P égale à dt sur T. Si on intègre, si on fait on remplace D par delta, delta P sur P, c'est-à-dire sur P0, c'est-à-dire la variation relative de la pression, égale à la variation relative de la température. Généralement, les températures choisies sont des températures de l'ordre de 300 Kelvin, c'est-à-dire 20 degrés, 25 degrés. Et donc, 1 sur 300 donne des valeurs de l'ordre de grandeur de 0,01. Donc, si on a une variation de température même de 10 degrés, on a une variation relative de la pression de 10 degrés, on aura 1%. On aura une variation de 0,1. 0,1, c'est une variation faible si on la compare à la variation dans une phase liquide. Pour la phase liquide, bêta c'est constante. Le coefficient bêta c'est un coefficient constant, ne dépend pas des variables d'état, presque. Et sa valeur, c'est généralement de l'ordre de grandeur de 10 Kelvin moins 1. 10 Kelvin moins 1, donc si on intègre ceci, on aura delta P sur P0 égale à bêta delta T. Et bêta de l'ordre de 10. Donc si on a une variation de température de 10, on aura une variation relative de la pression de 100. C'est une variation plus grande que le cas d'un gaz, ce qui est très dangereux, car on peut avoir des explosions lorsque la variation de température est grande. L'enceinte peut ne pas supporter cette variation de pression. Donc, on a un problème ici. Si on veut stocker le maximum, il faut choisir du liquide, la phase liquide. Alors, l'effet de la température favorise l'état gazeux. Et donc, généralement, on choisit l'état gazeux, même si la quantité qu'on peut stocker est un peu faible. C'est tout pour ce chapitre.
Il nous reste un seul chapitre, c'est le chapitre sur les machines thermiques. C'est un chapitre plus important, mais c'est juste des applications sur tout ce qu'on a fait. C'est l'étude des moteurs, des réfrigérateurs, des pompes à chaleur, des systèmes réels qu'on voit en utilisant des cycles, généralement le diagramme PT, PV, diagramme de Clapeyron, mais c'est pour la semaine prochaine.